Bonjour bonnes gens, une nouvelle vidéo avec le t-shirt qui va bien. Euh, j'ai ici un livre qui est très intéressant qui s'appelle Nature and Harmony en anglais, Aikido, de l'auteur c'est Saotome Mitsuki, qui a été un élève du fondateur de l'aïkido pendant de nombreuses années, avant de partir aux États-Unis enseigner l'aïkido. Et dans ce livre, je vous le montre parce qu'il y a une très très belle illustration. La voici. Donc c'est surtout c'est celle de droite. Là voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, vous voyez nos guerriers vikings. Et en bas, c'est marqué où est l'ennemi? Where is the enemy? J'ai trouvé que c'est une très très belle illustration de la situation actuelle. Si vous voyez ce que je veux dire. On attend après la seconde vague. On nous fait tout un flanc parce qu'on a testé des tas de clusters avec des gens qui sont positifs au Covid. Mais les informations remontent, de plus en plus de services médicaux et d'unités de soins d'urgence se posent des questions parce que il y a des hospitalisations, il y en a, mais très peu. Des soins intensifs encore moins. Et des décès, il suffit de prendre les statistiques officielles. Je vous fais pas un tableau officiel ou plus ou moins. Vous allez voir qu'il n'y a quasiment pas de décès liés au Covid. Par contre, on commence à voir actuellement exploser, notamment en Allemagne, j'ai appris cela, des cas de rhinovirus. Donc rhino, comme son nom l'indique, c'est dans le nez. Les rhinovirus font des rhumes, des coryzas, et apparemment, ces rhumes sont assez têtus, surtout en été. On se met à tousser, on se met à avoir euh, un rhume, c'est viral. Et il n'y a pas de preuve de ce que j'avance, mais c'est assez anecdotique de voir une explosion de cas de rhinovirus en été, alors qu'il fait très chaud. Et pour moi, l'explication, d'ailleurs je ne suis pas le seul à avancer cette thèse, c'est que c'est lié au port du masque. Parce que finalement, le port du masque, on finit par respirer nos propres virus qui s'accumulent et les réinhaler, ce qu'il ne faudrait pas, parce qu'en fait, respirer à l'air libre, c'est beaucoup plus important dans ce cas-là. Ça permet de exhaler les virus. On va attendre. Les prochaines semaines vont très certainement être significatives à ce niveau-là, étant donné qu'on est en train d'imposer le port du masque un peu partout. Je pense que certains médecins urgentistes et certains médecins dans les services d'infectiologie vont dire merci à toutes ces mesures de port du masque obligatoire dans la rue en pleine chaleur au gouvernement dans quelques semaines. Et j'ai eu 2-3 discussions des fois avec des personnages, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit en live, qui sont, disons, critiques à l'égard des critiques. Donc des querdenkers, des querulants, des personnes qui se posent des questions sur toute cette histoire. Non seulement, mais voilà. Et en fait, bien souvent,
on nous avance, moi on m'avance l'argument que oui, l'écrasante majorité des scientifiques est d'accord sur des questions, les mêmes questions. C'est-à-dire, il n'y a pas de traitement contre le coronavirus, l'hydroxychloroquine ne fonctionne pas et est même dangereuse, les études le montrent, les méta-études le montrent. Quoi d'autre? Bien entendu, il faut se protéger parce qu'il n'y a pas de traitement, il faut attendre après un vaccin, etc. etc. Et en fait, on a plus ou moins la version qui est donnée par exemple en France, les autorités de santé, le ministère de la Santé. Euh, En Allemagne, c'est le Robert Koch Institute qui est le principal conseiller de la chancelière et du gouvernement. Dans d'autres pays, ça fonctionne différemment, mais vous avez les mêmes structures avec comment dire, des administrateurs entourés d'un conseil de scientifiques ou conseil de spécialistes ou disons qui s'entourent de spécialistes de la question. Et apparemment, il y a un consensus officiel sur la question. Et là, je vous ai préparé une liste, mais qui est loin d'être exhaustive, mais simplement pour vous donner un peu l'ordre de grandeur quand on me dit ouais, vous avez personne dans votre coin sauf des hurluberlus. Alors, je vais vous citer un certain nombre d'hurluberlus qui officinent de par le monde et qui sont à rebrousse-poil de ce que on nous raconte systématiquement, notamment par les médias mainstream. Alors on commence par le professeur Didier Raoult. Alors tout de suite, voilà, l'hurluberlu incarné. Il faut quand même savoir que le professeur Didier Raoult, non seulement directeur de l'Institut hospitalité IHU de Marseille, on va prendre l'acronyme, ça ira plus vite. Non seulement d'être directeur de l'IHU de Marseille et d'être entouré d'un certain nombre de professeurs, et il y a, je crois, 800 personnes qui font partie de son personnel. C'est un professeur émérite qui a fait des publications, des centaines de publications dans les médias, dans les journaux spécialisés, officiels. Il a été consacré à plusieurs reprises dans sa carrière pour avoir fait des découvertes significatives dans le domaine de la virologie et de l'infectiologie. Il a notamment découvert ce qu'on appelle les mégalovirus. Bien entendu, là je suis en train d'employer un argument d'autorité. C'est pas parce qu'un expert a prouvé des tas de choses qu'il ne peut pas se tromper. Je suis d'accord, j'en conviens. Mais ceci dit, et tout le monde le sait maintenant, ce qu'a fait le professeur Raoult, c'est qu'il a décidé, premièrement, et ça on l'oublie toujours à le citer, de tester. À l'époque où en France, il n'y avait pas de capacité de test, et on disait aux gens de rentrer chez eux, de prendre du paracétamol, même s'ils avaient de la fièvre, etc. Et qu'ils avaient tous les symptômes du Covid. Lui, il a testé massivement, il a testé jusqu'à 150 000 personnes en France, et à Marseille, et il a traité, je crois, au moins 4000 patients, si ce n'est plus. Donc voilà, on en est là. Donc il a d'abord une cohorte de facto de patients qu'il a traités. Il n'a pas cherché à se faire du double aveugle, il a fait ce que son devoir de médecin imposait de faire, c'est-à-dire de traiter ces patients avec, dit-il, un résultat conséquent. Les différences de mortalité entre Marseille et Paris, par exemple, en ce qui concerne le Covid, vous regardez la carte de France, vous regardez la mortalité, vous regardez les nombres de cas, etc. Je ne sais pas, mais ça parle pour soi. Ensuite, vous allez avoir toute une ribambelle de médecins qui vont vous expliquer, qui vont venir sur les journaux télévisés vous dire que le professeur Raoult est un charlatan, relayé par des journalistes qui pensent être plus spécialistes plus royalistes que le roi et qui s'y connaissent en virologie. Et comme par hasard, on apprend qu'un certain nombre de ces médecins
préventivement ont pris de l'hydroxychloroquine. Il ne faut pas le dire. Bon. Alors, le professeur Raoult, donc, sommité mondiale, vraiment, en termes de virologie, accompagné par le professeur Christian Perron, dont j'ai la publication, y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? Ouais, pas très nuancé son pamphlet, et j'aurais tendance à dire qu'il y a des moments où il exagère un peu. Mais le professeur Christian Perron n'empêche que d'abord les directeurs de son service d'infectiologie à Garches. Ensuite, il a été président du Haut Conseil de la Santé publique pendant 15 ans. Vous avez bien entendu, pendant 15 ans. Il a dirigé le Haut Conseil de la Santé publique pendant 15 ans. C'est pas un zozo. C'est pas un zozo. Alors je sais, d'aucuns vont dire oui, il a fait un coup sur la maladie de Lyme assez critiquable. Euh, D'après ce que j'ai pu j'ai lu un article concernant cela. D'après ce que j'ai pu comprendre, il a eu le mérite au moins de mettre le focus sur cette maladie de Lyme qui, selon lui, a été complètement ignorée par ses collègues, disons sous-estimée. Voilà. En Allemagne, la maladie de Lyme, elle est prise très au sérieux parce que les tiques ici, elles sont infectées à 85%, notamment dans la région où je vis, en sud de l'Allemagne. Et donc, nos médecins ici nous informent tous qu'on devrait se faire vacciner contre la maladie de Lyme, etc., etc. Et qu'il faut prendre des précautions d'usage. Voilà, c'est comme Tchernobyl, vous voyez, les informations s'arrêtent à la frontière. Je dis ça, je dis rien, hein, mais bon, voilà. Donc, professeur Christian Perron, quand même, sur la question de la maladie de Lyme, après, bon, ses interprétations, je veux bien, mais là, pour le coup, on ne peut pas dire que, disons, il n'est pas, comment dire, euh, complètement divagué hein, sur la question. Moi, je ne peux pas dire ça en tout cas. Moi qui vis en Allemagne, je ne peux pas le dire. Ensuite, nous avons Alexandra Henrion-Caude, généticienne. Il y a une interview de elle sur Internet. Trouvez-la, vous verrez, c'est très intéressant, c'est très instructif. Généticienne quand même. Sa question, c'est les gènes, les génomes, les PCR. Hein, elle précise bien ce que c'est qu'un PCR. Et bon, voilà, il faut regarder. Voilà. Jean-Dominique Michel, anthropologue à Genève. J'en ai parlé déjà. Un type formidable d'abord, premièrement, humainement parlant. Et ensuite, pareil, euh, quelqu'un qui, qui fait usage de son sens logique pour voir les choses. Ensuite, on passe en Allemagne. On a le professeur Soukarit Bakdi. Très critiqué actuellement en Allemagne, notamment par le Robert Koch Institute ou les autorités officielles et les médias mainstream. Ils disent qu'il est gaga, seulement parce qu'il est à la retraite. C'est pas depuis longtemps. Hein. Seulement le professeur Soukarit Bakdi, et puis sa femme aussi, c'est une spécialiste de la question, euh, en virologie aussi, et lui a été virologue enseignant à Mayence. Et tenez-vous bien, il a formé jusqu'à 12 000 praticiens en Allemagne. 12 000 médecins. Vous voyez ce que je veux dire? Le professeur Bagdi, c'est une autorité reconnue en Allemagne. Allez chercher un professeur de médecine qui a formé 12 000 praticiens. 12 000. Il y a environ 300 000 praticiens en Allemagne. C'est déjà impressionnant. Donc, de prendre ce type-là pour un charlatan, et lui, il est très clair. Pour lui, le virus, s'il a eu une virulence importante au début, mois de mars et avril, ou début mai, eh bien, il a perdu de sa virulence, et de toute façon, ce virus est comparable à un autre coronavirus. Il va faire des rhumes, et c'est tout. Même si on a une seconde vague. Pareil, on peut chercher les liens sur Internet. Malheureusement, il faut chercher les traductions de l'allemand. Professeur Matteo Bassetti, en Italie. Professeur Alberto Zangrillo.
qui officine à San Raffaele di Milano, c'est-à-dire au plein cœur de l'épidémie. Professeur Giuseppe Remuzzi, qui officine à l'Institut Mario Negri d'infectiologie, qui est même directeur de l'Institut à Milan. Pas des oiseaux, pas des oiseaux. Tous ces gens-là disent le virus perd de la virulence. C'est confirmé par le professeur Giuseppe Remuzzi, qui a fait des recherches en laboratoire. Ensuite, on passe aux États-Unis. J'ai noté le docteur Z.F. Zelenko, qui est plus ou moins connu, puisqu'il a alerté assez tôt qu'il, lui, il traitait ses patients avec l'azithromycine, l'hydroxychloroquine et du zinc, avec un grand succès. Il a fait plusieurs études, première cohorte de plus de 400 personnes où il y a eu un décès, une deuxième cohorte de plus de 400 personnes où il y a eu 0 décès. Et l'hydroxychloroquine ne fonctionne pas, apparemment. On se pose des questions. Ensuite, nous avons le docteur Robin Armstrong, le docteur Joseph Rahimian et le professeur Harvey Risch. Et qui est le professeur Harvey Risch? C'est le directeur du service d'épidémiologie à Yale University. C'est une des plus importantes aux États-Unis. Et le professeur Harvey Risch a fait publier des articles récemment sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine. Et on va y venir. Il cite notamment un cas où, dans la région de Pará, au Brésil, l'hydroxychloroquine a été donnée au mois d'avril de façon massive. Ils ont distribué 75 000 doses d'azithromycine et 90 000 doses d'hydroxychloroquine, de mémoire, aux personnes de la région. Et on voit significativement, à comparaison du reste du Brésil, où l'hydroxychloroquine n'a pas été distribuée systématiquement, une baisse conséquente de la mortalité par rapport au nombre de personnes testées. Dans l'intégralité du Brésil, 4,3%, je crois, pour ce qui concerne la région de Pará, 2,7%. Ça, c'est significatif. Ça veut dire qu'on a une efficacité relative qui est potentiellement très importante, reliée à la prise d'hydroxychloroquine. Et ensuite, justement, on reste au Brésil avec le docteur Marcio Watanabe, donc d'origine japonaise, qui officie à l'Universidade Federal Fluminense de Sao Paulo et qui a fait une étude d'analyse statistique sur l'étude du professeur David Bower de l'University of Minnesota, virologue, qui a fait éclat dans la communauté parce qu'il y a eu l'article du Lancet qui est paru dans le Lancet de l'étude de ce de Dr Mera, comment ça s'appelle, Surgisphère, complètement truqué, complètement bidon, qui a pourtant poussé Olivier Véran à interdire l'hydroxychloroquine et la prescription dans le traitement du Covid. Le professeur David Bower a co-signé une étude le 3 juin, qui a été publiée le 3 juin de cette année dans le je vais y arriver, hein. Le New England Journal of Medicine, qui a été dévastatrice sur l'histoire de l'hydroxychloroquine, parce qu'il a dit il n'y a pas, selon son étude, il n'y avait pas d'effet significatif de l'hydroxychloroquine, et il disait que c'était même dangereux potentiellement, quoique les effets indésirables apparus étaient plutôt légers, plutôt style diarrhée, nausée. Préconisait de ne pas, la conclusion de son étude, c'était de ne pas
prendre l'hydroxychloroquine contre la Covid parce que le rapport risque par rapport au rapport bénéfice était pas favorable, puisqu'il n'y avait, selon lui, pas de différence notoire. Sauf que le docteur Watanabe a fait une analyse de cette étude, notamment en ce qui concerne la prise d'hydroxychloroquine dans les premières phases, les premiers jours de l'apparition des symptômes du Covid. Or, maintenant tout le monde sait que c'est ce que préconisait le professeur Raoult, c'était de prendre l'hydroxychloroquine dès les premiers jours, dans les tout premiers jours de la maladie, en prophylaxie, pour d'abord faire diminuer la charge virale. Et son étude, à professeur Raoult, prouvait qu'en combinaison avec l'hydroxychloroquine, quasiment 100% des patients au 6e jour n'avaient presque plus de charge virale, et donc pour éviter, bien entendu, l'apparition d'aggravation de la maladie. Mais d'abord, ne serait-ce que faire diminuer la charge virale, même si on considère qu'en termes de clinique, ça n'apporte pas grand-chose, et c'est le sens de l'étude qui était sortie, qui était parue le 3 juin du professeur Bauer, c'est-à-dire qui disait, finalement, en gros, si vous voulez, comme au niveau clinique, parce que lui, il s'est attaché à regarder si les gens se sentaient mieux au bout de 15 jours. Il n'y avait pas de différence significative. Je crois que, pour être honnête, donc, les gens ayant pris de l'hydroxychloroquine au bout de 15 jours, à 24%, il y avait une diminution de symptômes contre... non, 24% avaient encore des symptômes au bout de 15 jours, tandis que 30% avaient encore des symptômes dans le groupe test, c'est-à-dire pour ceux qui ont reçu du placebo. Et donc pour lui, cette différence de 6% n'était pas significative. Bon, on en reste là. Par contre, même s'il n'y a pas une différence significative au niveau de la symptomatologie, de la clinique, eh bien, ce que l'étude de Marty Watanabe a démontré, c'est que l'hydroxychloroquine fait baisser très fortement l'apparition de symptômes et de nouveaux symptômes dès les premiers jours de la prise du médicament, surtout dès les premiers jours de l'apparition de symptômes. Je ne sais pas si je me fais comprendre clairement. C'est-à-dire, vous êtes malade, vous vous rendez compte que, ce qui m'est arrivé il y a quelques jours, je me sens un peu pas trop bien, la gorge un peu, je tousse, bon voilà. À ce moment-là, dès les premiers jours, la prise de l'hydroxychloroquine combinée à l'azithromycine, etc., fait baisser à 72% le premier jour, le deuxième jour 48%, je crois, troisième jour ça baisse à 24%, etc. Ça décroît. Mais c'est significatif à partir dans les 4 premiers jours. Dans les 4 premiers jours, vous avez une baisse des symptômes significatifs. Donc ça contredit le résultat qu'avait publié le professeur Bauer de l'Université du Minnesota. Et ça prouve bien que la prise d'hydroxychloroquine dans les premiers jours, ce qui corrobore, ce qui confirme ce que le professeur Raoult avait lui-même attesté, eh bien, ça confirme que la prise dans les premiers jours de l'hydroxychloroquine est efficace et fait diminuer l'apparition de symptômes et probablement la charge virale aussi. Et là aussi, c'est quelque chose qui est important parce que je reviens là-dessus. Indépendamment de l'observation clinique, comment les patients se sentent, etc., la question de la charge virale, elle est essentielle. Et ça, c'est quelque chose qui est passé à la trappe. Si vous avez une personne qui est porteuse du virus 6 jours seulement, avec une charge virale qui monte et ensuite qui descend, vous voyez un petit peu le tableau, au lieu d'une personne qui porte son virus pendant 15 jours. Nous sommes dans une crise sanitaire.
pandémique mondiale. C'est un enjeu de santé publique. Prendre de l'hydroxychloroquine en prophylaxie veut dire enrayer le portage du virus et donc enrayer l'infection. Donc, là, je m'adresse à Olivier Véran, notre ministre de la Santé, notamment par exemple. Et je lui dis, Monsieur Véran, faites marcher votre logique. Faites marcher vos cellules grises là, 2 secondes. Si l'hydroxychloroquine fait diminuer la charge virale, combinée à l'azithromycine si vous voulez, bon, dans des conditions bien sûr contrôlées médicalement, le professeur Raoult l'a bien expliqué, ils ont surveillé tout le monde, mis tout le monde sous électrocardiogramme, etc. Et d'ailleurs, l'étude de David Bower que j'ai lue là, elle montre qu'il n'y a aucun des patients, il y a eu plus de 800 personnes qui ont reçu, alors 400 personnes qui ont reçu l'hydroxychloroquine et 400 personnes qui ont reçu un placebo. Il y a plus de 400 personnes, il n'y a eu aucun cas d'arythmie cardiaque. Il faut se poser des questions quand même. Donc, monsieur Véran, vous avez un médicament qui est très connu, et ça vous le savez. Il a été mis sur le marché pendant plus de 70 ans, et ça faisait une dizaine d'années qu'il était même en vente libre. Pour un médicament dangereux, ça s'impose. Le paracétamol est plus dangereux que l'hydroxychloroquine. D'accord? On va arrêter de prendre les gens pour des cons, vous le savez pertinemment, que le paracétamol est plus dangereux que l'hydroxychloroquine. Toxicité sur le foie du paracétamol, c'est incroyable. Arrêtez de prendre les gens pour des buses. Arrêtez de nous prendre pour des buses. D'accord? Donc, monsieur Véran, vous savez maintenant, l'hydroxychloroquine fait baisser la charge virale combinée à l'azithromycine, fait baisser la charge virale. Ça veut dire que si vous faites ce que vous devez faire, votre devoir de médecin, votre devoir de ministre de la Santé, c'est de prendre souci de la santé générale, de la santé publique. Donc, je vous demande, je vous sollicite, je vous demande de lever l'interdiction de l'hydroxychloroquine. Parce que, pour la raison suivante, sous contrôle médical, sous prescription, on est d'accord, la prise d'hydroxychloroquine en prophylaxie va permettre de baisser la charge virale et d'enrayer la contagion. Point barre. Nous sommes devant une urgence mondiale, pandémique. Il faut arrêter les discussions et les débats inutiles. D'accord? Et donc, prenez cette décision-là. L'intégralité, je pense, une énorme majorité de Français vont vous savoir gré de ça. Parce que là, vu l'état où on en est actuellement, je peux vous garantir que les pouvoirs publics en France sont discrédités et pour longtemps. Vu les décisions qui ont été prises en dépit du bon sens, à tue-tête, imposer le port du masque en plein été, dans les rues, etc., les pouvoirs publics en France sont discrédités, mais alors d'une façon que vous ne pouvez même pas imaginer. D'accord? Donc voilà, une liste qui est non exhaustive, puisque moi, on me fait le coup de dire « Ouais, mais ta personne, tes scientifiques, ils ne tiennent pas debout. » Ben, je suis désolé, là, je viens de citer quand même, en France, 2 professeurs de médecine qui sont réputés. L'un a été donc directeur du Haut Conseil de santé publique pendant 15 ans. L'autre est une sommité mondiale en termes de virologie. Un professeur de virologie allemand, d'infectiologie, de virologie allemand, professeur Sugarit Pakdi, d'origine thaïlandaise, mais
allemand qui est une sommité aussi dans son pays, des professeurs italiens dont le directeur de l'Instituto Mario Negri à Milan, c'est pas un zozo non plus, hein, vraiment pas. Un docteur de l'Université fédérale de Sao Paulo, docteur Watanabe, d'accord, et aussi le professeur Harvey Rich, épidémiologiste à Yale, directeur du service d'épidémiologie à Yale, l'université de Yale. Les enfants, là. Pareil, donc je m'adresse non seulement à Olivier Véran, mais je m'adresse aux médecins praticiens en France et à l'ordre des médecins et à l'Académie française de médecine. Vous avez recommandé l'injection de vitamine D pour les patients âgés de plus de 65 ans. Ça a été fait? Est-ce qu'on a suivi vos recommandations? Est-ce qu'on s'est préoccupé du sort des Français? Je vous pose la question, messieurs et mesdames les praticiens, les praticiennes. Au vu de cette liste non exhaustive, il y en a beaucoup plus, bien sûr, par le monde, mais je vous ai parlé de professeurs en France, de professeurs en Allemagne, de professeurs en Italie, de professeurs aux États-Unis, de professeurs au Brésil. Ça suffit, là. Réveillez-vous. Il est temps que vous disiez, d'abord, première chose, liberté de prescription pour les praticiens. Vous n'avez pas étudié 12 ans la médecine pour rien. Si vous ne savez pas ouvrir un Vidal, et puis si vous ne connaissez pas les effets indésirables des médicaments, si vous ne savez pas les adapter à vos patients, alors pourquoi vous avez fait des études pendant 12 ans? On vous a complètement enlevé un droit qui est normalement imprescriptible. On est bien d'accord. Vous avez fait un serment d'Hippocrate, primum non nocere. Ok, ça suffit. Bon. Donc réveillez-vous, quoi. En Allemagne, on a une commission extra-parlementaire qui est d'enquête sur la gestion du Covid. Et pourtant, la gestion du Covid en Allemagne a été beaucoup plus sérieuse que celle en France. 700 médecins ont signé cette commission. 700, vous avez bien entendu 700, dont le professeur Bakti en tête. D'accord? Donc on se bouge, on se mobilise. On va peut-être se réveiller les Français là. Donc les médecins là, levez-vous, levez-vous. Vous savez que vous avez des patients à traiter. Vous savez que les gens sont dans la panique. Il y a des choses qui les rassurent, même si ça les rassure, même si c'est peut-être du placebo, qui sait. Mais enfin, la réduction de la charge virale pour empêcher la contagion, ça devrait vous faire tilter, ça, quand même. Moi, ça me fait tilter. Je comprends pas. Je comprends pas. Et j'avoue que j'ai l'impression qu'on marche sur la tête. Vous voyez? Donc, à tous les détracteurs qui disent les gens qui sont critiques à l'égard du Covid, ils s'y connaissent rien en médecine, etc. Moi, je m'y connais rien. J'ai fait simplement une formation en soins infirmiers. Mais je sais me servir d'un Vidal. Mais surtout, c'est pas ça. C'est que je peux lire. Je peux comprendre des articles. Je peux lire de l'anglais, je peux lire l'allemand, je peux lire de l'italien. D'accord? Ça vous va? Et du français. Donc ça vous va? Et j'ai simplement fait des recherches. J'ai simplement trouvé tous ces résultats-là. Je ne suis pas le seul. Donc, ça suffit de prendre les gens pour des bananes. Mettez les points sur les i. Quoi? On va subir ce traitement pendant combien de temps encore? Imposer le port du masque par 35 degrés à l'ombre, par 40 degrés à l'ombre, à l'extérieur. Vous n'avez pas les fils qui se touchent. Messieurs les médecins, mesdames les médecins de France, les praticiens, dans quelques semaines, vous avez vos cabinets qui vont exploser de patients, qui vont avoir des rhinovirus, qui vont avoir toutes sortes d'infections, des streptocoques, des trucs bien jolis, bien dégueux. Vous allez dire merci à Olivier Véran.
Vous allez dire merci à toutes ces mesures inefficaces, contre-productives. Voilà. Je sais pas quoi dire. Faut vous réveiller, quoi. Faut vous réveiller, là. Ça suffit. Regardez, on se réveille en Allemagne. Il n'y a pas qu'en Allemagne. Hein. Au Canada aussi, en Suisse aussi. Ça commence à un peu partout. En Espagne aussi. Donc, réveillez-vous. Réveillez-vous. Okay, pensez à tous ces médecins. Et pensez à cette illustration. Où est l'ennemi? D'accord? Bonjour chez vous.